Et bonjour, bienvenue sur cette vidéo du chapitre 2 de l'ordre de Weyel, vidéo de lecture du manuel, vidéo d'ailleurs partie 2. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la regarder. Je rappelle que la partie 1 parlait particulièrement donc du chapitre 1 et des modifications qui vont être apportées à ce chapitre quand le chapitre 2 va arriver. Et on va donc attaquer maintenant la lecture du manuel et donc la partie qui concerne le chapitre 2 qui est un gros morceau, surtout au niveau des combats. On a pas mal de choses à se dire, donc on est parti tout de suite. J'ai pas réussi à couper le manuel à un endroit assez logique, je vais voir, il est possible que du coup je vous fasse une longue vidéo et qu'on soit parti pour quelque chose de long mais qui a tout au même endroit. Donc il n'y aura probablement pas de partie 3. Je switch up par la magie du montage et avant d'attaquer la lecture, on va se poser la question tout de suite du contenu de la boîte. Il y a donc 72 tuiles A4 recto verso. Alors ça va être des tuiles qui vont être sous le même format que les fiches de perso, qui sont par contre moins épaisses parce que sinon vous doutez bien que 72 c'est juste pas possible. Et donc chacune de ces tuiles va vous permettre de former un champ de bataille. Il y a 34 champs de bataille en gros. Et en gros il vous faut 4 ou 6 de ces tuiles format A4 pour être capable de construire les niveaux que là vous voyez, ces champs de bataille qui sont là. Donc vous aurez 34 champs de bataille uniques sur lesquels vous allez pouvoir vous affronter avec chacun leur particularité. 4 fiches de boss donc, qui sont l'assimilée, la grande envoûteuse, la réponse des dieux et le héros Dementis. Je vous rappelle qu'ils sont tous disponibles sur l'encyclopédie, que vous pouvez en plus faire un filtre au chapitre 2. Pareil pour les 12 héros, je ne vais pas pouvoir tous vous les lister. Ici vous avez l'éclaireur, la guerrière Sylvom, le mage du sang et l'illusionniste. Il y en a 8 de plus donc. Un écran de MDD qui aura de l'autre côté des règles pour faciliter la partie pour le MDD et aussi pour les joueurs. Si vous jouez sans MDD, vous pouvez le retourner comme ça, vous aurez les règles. Et sinon ça lui permettra bien sûr de cacher CD, pourquoi pas de cacher les points de vie des monstres, de cacher tout un tas de trucs qu'ils pourraient avoir envie de cacher, c'est pas perdu de toute façon. 36 cartes de monstres, alors 2 monstres de base, alors qui sont en double aussi, monstres intermédiaires, il y en a 11, 6 monstres puissants, il y en a un de plus que dans le chapitre 1, et il y a toujours les 4 miniatures de boss qui sont ici, 261 cartes, petites cartes qui débarquent en plus, dont 37 armes, 30 armures et boucliers, 32 runes et cartes de classe. 35 objets d'alchimiste, 37 équipements en début de partie, donc ça je vous rappelle c'est pour accélérer votre mise en place quand vous jouez au chapitre 1. 19 événements, je sais pas pourquoi on n'a pas mis des trucs ici, mais donc 19 événements pareil, il y en a qui sont en doublon, c'est pas 19 événements uniques. Par contre les armes, elles doivent être en unique, non il doit y avoir les argents qui sont en doublon et par contre les ors en unique, ou elles sont toutes en unique, non elles sont toutes en unique les armes c'est sûr. Les armures et boucliers par contre il y a des doublons et bien sûr les runes, il y a des doublons aussi puisque vous pourriez vouloir la rune du croisé ou quelque chose comme ça. Ensuite il y a des cartes de classe, beaucoup plus de cartes de classe aussi qui vont débarquer. Puisqu'on s'est un peu plus lâché sur les effets de perso, donc il y a pas mal de persos qui viennent avec leurs propres cartes. 35 objets alchimistes, je l'ai dit, les équipements en début de partie, les événements. 60 capacités de héros, donc vous avez toutes les capacités de niveau 7, donc il y en a 25 puisqu'il y aura 25 héros. Et ensuite vous allez avoir les capacités de niveau 1 qui sont au choix, et je crois qu'il y en a 2 ou 3 différentes par caractéristiques. Ça doit être quelque chose comme ça. Ça doit être 2 pour la vitalité, 2 pour l'endurance. Je parle des prérequis d'apprentissage. 2 pour la force, etc., etc. Ensuite, les fameux plateaux que vous allez pouvoir mettre sur le côté. Ça, je vous les avais vus dans la vidéo partie 1 de lecture du manuel. Ensuite, on a plein de jetons. On a bien sûr les jetons qui vont vous permettre de poser les monstres et les héros sur le plateau. Et tout un tas de jetons qui viennent faire écho aux effets divers et variés qui peuvent être proposés par les joueurs. Je vérifie que le son marche bien, ouais, parce que j'ai l'air con si je parle 3 quarts d'heure pour rien. Un cube violet, un cube jaune, je vous dirai à quoi ça sert dans pas longtemps, on va en parler dans le manuel. 5 porte-cartes supplémentaires, ce sont les mêmes que celles du chapitre 1, on vous en rajoute juste un petit peu en cas de besoin ou si vous voulez vous faire des grosses batailles de tarés. Ce qui devrait vous pousser à quelque chose comme 18 ou 20 porte-cartes, ça devrait quand même être pas mal. Un manuel de règles et un livre, et c'est bien un livre de scénario puisqu'on est sur un truc qui fait pas loin de 200 pages normalement. Donc ça c'est pour le contenu de la boîte. Maintenant on est parti pour se jeter un petit peu sur les règles. Je rezoome un petit peu sinon ça va être compliqué. On va se mettre quelque part comme ça. Ok, donc j'ai parti comme la dernière fois, je vais vous faire la lecture. Encore une fois il y aura une dernière lecture d'un correcteur pro qui va passer derrière, donc ça va pas tarder à se faire parce que je pense qu'on a terminé ou pas loin. Et après le manuel sera peu ou prou
sauf si on change de petit bout de phrasé, ce que vous avez ici en face, donc vous n'êtes pas loin de la réalité, donc vous pouvez prendre ça comme acquis ou comme base pour vos prochains jeux, quoi. Jouer au chapitre 2, les cartes inutilisables dans le chapitre 2. On commence par ça, les fameuses cartes du chapitre 1 qui ne sont pas transposables dans le chapitre 2. Chez l'alchimiste, les cartes passent partout, bien sûr, plan vers l'entrée secrète, anneau de repos. Tout ça, ce sont des cartes qui sont ancrées dans le chapitre 1 puisqu'ils ils parlent de salles de donjons, ils parlent de coffres et de choses comme ça, et que dans le chapitre 2, on n'en a pas besoin. C'est pareil pour les événements porte dérobée, contrôle de la corruption et perdre ses appuis et erreurs stratégiques. Il n'y a plus de notion de défenseur, vu qu'on est sur un champ de bataille vu du dessus. Il n'y a plus de notion de salle non plus, donc les portes dérobées, contrôle de la corruption n'ont plus aucun intérêt. Les capacités de certains héros sont remplacées, donc il y en a une, je crois qu'on l'a fait parce qu'elle était trop forte. Et toutes les autres, c'est parce qu'elles ne s'adaptaient pas. On peut aller les voir, vous savez quoi, on va aller les voir. Donc, certains héros possédant des capacités difficilement transposables dans le chapitre 2 se sont vus attribuer de nouvelles capacités. Placez simplement le jeton de la nouvelle capacité sur l'ancienne, sur la fiche de personnage. Donc en gros, sur vos punchboards où il y a tous les tokens, vous allez avoir des jetons qui sont carrés, qui ont la même tête exactement que les capacités de héros que vous avez sur vos fiches de personnage. Donc vous prenez ce carton, vous le mettez à la place de la capacité, hop, c'est remplacé. Merci, au revoir, bonne journée. Donc on a l'assassin, l'aventurier, le briseur de horde, l'érudit, le pyromancien et le seller. Alors il y en a, c'est assez clair, hein, forcément l'érudit qui retourne les salles n'a plus d'intérêt. Le seller qui bloque les salles en place n'a plus d'intérêt non plus. L'aventurier qui permet de relancer les dés de butin était plus forcément à jour non plus. Et après il y a l'assassin et le briseur de horde, et là c'est plus pour nous, ça nous dérangeait. On va aller chercher ça tout de suite. Capacité. Où est-ce qu'on s'est mis ça? Est-ce que c'est là-dedans? Je pense que oui. Je pense que c'est ce fichier-là. Allez, ordinateur, donne tout ce que tu as. Bon, au pire, je vais arrêter de le faire souffrir. Je vais fermer ce truc-là qui est un peu gros. Ça doit être ces versions-là. Il y a du gras, il y a plein de choses, ça me plaît. Alors, on a l'assassin qui avait l'attaque sournoise, qui fonctionne exactement de la même manière en gros que dans le chapitre 1. La seule différence, c'est que ce qui me dérangeait, c'est que l'assassin avait une attaque sournoise à distance dans le chapitre 1, avec le petit arc, mais qui n'a plus vraiment de logique dans le chapitre 2, puisqu'elle ne va pas vraiment se téléporter, tout ça, on n'aime pas trop l'idée. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'on lui a rajouté un texte qui dit vous vous déplacez, vous faites votre attaque sournoise et vous pouvez vous redéplacer. Le petit couac c'est que si, donc c'est qu'elle se déplace d'abord, on est bien d'accord, l'assassin se déplace jusqu'à un ennemi, puis au prix d'une attaque normale elle inflige des dégâts de ses deux armes avant de se déplacer. Donc si vous loupez votre attaque normale, vous êtes au corps à corps avec un mec et vous êtes dans la merde. Donc l'écran de fumée va prendre aussi en intérêt à cause de ça, puisqu'elle se déplace, elle se colle à un mec, elle fait son jet, si elle se loupe elle ne se redéplace pas. C'est pareil pour extirper en fait, hein. Il avait besoin de se déplacer parce que c'était une espèce de fausse attaque à distance. Attaque à distance dans la logique du chapitre 1 mais pas dans la logique terre à terre du chapitre 2. Donc pareil, il se déplace et après il peut tirer le mec quand il se déplace. Alors du coup, elle sa capacité c'est plus, enfin lui sa capacité pardon, c'est plus vraiment ramener devant sur le champ de bataille, mais en fait je l'emmène avec moi. Donc on peut s'en servir pour faire écran, pour... j'ai vu un briseur de horde, on a testé nous, on a tapé un mec et ensuite on a déplacé le mec sur la ligne entre je crois que c'était l'érudit et l'arbalétrier, et on s'est servi du coup du corps du briseur et du corps du mec qu'il avait tapé pour faire obstacle, pour éviter que l'érudit prenne une flèche. Donc voilà, il y a moyen d'avoir des stratégies comme ça avec ce personnage qui est très très fort. La charge dévastatrice a à peu près la même logique, elle est un petit peu plus forte, il fait un déplacement de 3-6 cases et il inflige les dégâts de son arme à tous les ennemis présents sur son passage ou adjacents lors de son déplacement. Donc s'ils sont bien regroupés, il y a moyen de tartiner des gueules. Pilleur de tombe, au moment où l'aventurier utilise et défausse un objet, il peut utiliser pilleur de tombe. Alors lui ça change complètement, on y a longuement réfléchi, on voulait faire des trucs encore sur le butin mais c'était pas top. L'aventurier va changer un peu de mécanique. Lui en gros au moment où il utilise et défausse un objet, donc ça ne marche pas sur les objets qui ne sont pas défaussés, l'aventurier déclenche une seconde fois l'effet, je paye 3 d'endurance et je déclenche une deuxième fois l'effet de l'objet que je viens d'utiliser. Donc si ça nécessite de choisir une cible, je peux choisir une cible différente, donc l'aventurier va changer un peu. Par contre il a un emplacement d'objet supplémentaire, donc il aura 3 emplacements d'objets au niveau 3 et il peut à chaque fois qu'il crame un objet, craquer 3 d'endurance et doubler l'effet de son objet. 2 pierres de raise, 2 potions de vitalité, 2 potions d'endurance majeures, même si dans ce cas là on y a longuement réfléchi, ça va pas changer grand chose parce que ça coûte quand même 3 d'endurance.
etc., etc. Donc il y a moyen de solutionner tout un tas de trucs un peu cool. C'est fort, sans trop l'être, mais à mon avis, je pense que bien utilisé dans les mains d'un joueur qui maîtrise, ça va faire du dégât. Savoir infini, donc ça c'est l'érudit. À tout moment, au prix d'un jet d'un super égal à 15, l'érudit choisit un jet qui vient d'être effectué par un allié. L'allié considère qu'il effectue ce même jet lors de sa prochaine attaque. Si l'érudit choisit une réussite critique, il garde la valeur du jet, mais celui-ci ne sera pas considéré comme une réussite critique. Vous ne pouvez pas me copier-coller des réussites critiques, mais en gros, il y a quelqu'un qui fait un jet, t'as fait 18, bah écoute c'est très bien, ton prochain tour tu feras aussi 18. Donc ça c'est très fort, c'est très fort, et c'est une technique un peu de support qui reste concrètement dans la même veine que ce qu'il faisait avant. Il reste en mode support quoi. Figé dans le temps, alors bien sûr il ne peut plus le seller figer des salles, donc il va figer des monstres de base ou intermédiaires, alors leur interdisant de se déplacer. Et maintenant il ne guérit plus le poison mais tous les effets négatifs. Voilà. Et je peux pas guérir la corruption bien sûr maintenant, c'est pas possible. Nez des flammes, donc qui est la compétence du pyromancien qui ne change rien si ce n'est qu'on a rajouté à 3 cases ou moins, puisque bien sûr sinon ça faisait à tous les ennemis du champ de bataille et c'était beaucoup trop. Donc voilà pour les persos qui récupèrent des compétences un peu différentes. La plupart du temps sont dans la même veine, elles sont dans la même veine que ce qu'elles étaient avant. Mais vous avez concrètement une idée globale de ce que ça va donner et j'espère que ça vous fera plaisir, surtout à ceux qui aiment les persos qu'on a tripoté un petit peu. L'alchimiste et le forgeron, continuons cette lecture du manuel. Il vous sera parfois permis d'acheter ce que vous souhaitez au forgeron, tous les achats s'effectuent dans la pile des équipements communs. Retirez de la pile de l'alchimiste les objets suivants: anneau d'extraction, collier de rétention, kit de premier secours, musette enchantée, piège à gros gibier, kit de réparation. Cela vous les retirez de la pile, vous ne pouvez pas les acheter. Puisqu'en fait la règle ça va être un peu que vous ne pouvez acheter que ceux qui sont normalement commercialisés en plusieurs exemplaires. Ces objets là, c'est ce que je dis juste en dessous, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les avoir durant durant les scénarios, mais on va vous les donner en récompense, hein. Vous allez ouvrir un coffre, réussir quelque chose de badass et on va vous récompenser. J'ai pas très envie que vous puissiez récupérer l'objet cheaté juste en l'achetant comme ça dès le début de la partie. C'est un peu plus agréable si vous le récupérez à un moment parce que vous avez fait quelque chose de ouf. Les gains de niveau durant la lecture du livret, donc il vous sera indiqué lorsque vos héros changent de niveau, il vous sera aussi proposé de placer à nouveau vos points de caractéristiques. Vous allez gagner de niveau plusieurs fois, vous allez commencer niveau 3, vous allez passer niveau 5 puis niveau 7 directement, il n'y a pas de gain de cristaux, de réflexion à avoir, on vous dit vous passez niveau 5 et vous pouvez replacer vos points histoire de vous faire plaisir et d'aller chercher les nouveaux équipements. Ça ne veut pas dire que le jeu est plus simple, ça veut juste dire que pour nous c'était pas... on préférait se détacher un peu de ce gimmick du cristal qui te fait gagner des niveaux et s'ancrer un peu plus dans une logique de gain d'expérience, d'apprentissage, de ce que vous voulez. Donc pas de gain de niveau avec des cristaux mais des gains de niveau. Clairement on vous dit les joueurs passent niveau 5, vous pouvez replacer vos points de caractéristiques. C'est un petit bout de phrase comme ça qui vous est énoncé au milieu d'un scénario à un moment un peu de repos en fait. Les modes de jeu, le chapitre 2, alors ça c'est très important, je vous en avais parlé, je vous avais posé la question et j'étais désespéré, tiens il reste un point à virer. J'étais tombé sur quasiment du 50-50 entre est-ce que vous voulez un jeu réaliste mais plus punitif ou un jeu immersif mais réaliste et immersif mais plus punitif ou un jeu plus ludique mais un peu moins immersif. La question vous avait été posée. Et tristement, on était arrivé à 50-50, enfin tristement, parce que nous, ça nous oblige à faire les deux. On n'a pas pu trancher, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus 80-20, et en fait, pas du tout. Donc, on a fait 2 modes de jeu, et c'est parti. Donc, le chapitre 2 propose 2 modes de jeu distincts. Si vous avez une bonne maîtrise du jeu, nous vous conseillons le mode réaliste pour son côté immersif. Donc, immersif, réaliste. Si vous débutez ou que vous souhaitez jouer de manière plus détendue, c'est pas forcément de dire je suis pas bon, ou voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif pour vous, ça va être plutôt de dire on a envie de se faire plaisir plus que de se dire on va se la jouer à la dure. Pour moi c'est tout à fait viable et on a pas mal joué comme ça et nous on aime les deux. Nous vous conseillons donc le mode histoire. Lisez bien les spécificités de chacun d'entre eux avant de prendre votre décision. Alors ça ne change pas la difficulté des combats ni la difficulté du jeu, c'est juste que ça vous donne plus de souplesse sur la manière dont vous pouvez modifier vos héros et choisir vos héros. En fait, c'est simplement ça. Donc le mode réaliste. Vous devriez choisir ce mode si vous souhaitez privilégier l'immersion. Notez en revanche que ce mode demande une plus grande connaissance du jeu. Au tout début de l'aventure, les héros se sépareront en 4 groupes. Affrontez les menaces
pour affronter les menaces, attaquant et nail. En mode réaliste, un héros utilisé dans l'un de ces 4 groupes ne peut être utilisé dans les 3 autres. Il faut imaginer en fait que vous allez jouer les scénarios les uns après les autres, vous n'allez pas jouer les 4 en même temps, mais d'un point de vue timeline, d'un point de vue temps passé à l'intérieur de cet univers-là, les héros se séparent au même moment. Donc théoriquement, des gens qui sont partis tout à l'est ne peuvent pas se retrouver à l'ouest. Donc c'est ça le côté réaliste, ça va être de se dire, il va falloir qu'on réfléchisse à peu près aux compositions qu'on va faire. Alors surtout si vous êtes 6, si vous êtes 3 ou 4, vous avez un peu de marge de manœuvre, parce que vous avez beaucoup plus de persos que nécessaire. Mais si vous êtes 6, vous avez exactement ce qu'il vous faut. C'est-à-dire 25 héros, je vous passe les détails de pourquoi 25 et pas 6 x 4, 24. Mais voilà, vous allez donc choisir des équipes, et attention, parce qu'il va falloir quasiment les construire en amont, réfléchir à pas se prendre tous les défenseurs dans une équipe, ou machin, vous allez vous créer des problématiques sur le long terme. Donc c'est un peu ça, le côté réaliste, et c'est pour ça qu'on vous demande une grande connaissance du jeu. C'est-à-dire que des héros qui sont partis d'un côté ne pourront pas se retrouver de l'autre. Par contre, il y a quelqu'un qui avait commenté ça, et je le redis, vous n'allez pas faire les 4 scénarios en même temps, vous allez faire un scénario, revenir une fois qu'il est terminé, vous revenez au point où vous êtes séparés, vous faites un autre scénario, vous revenez au point où vous faites un autre scénario, et après vous êtes obligé, le dernier c'est toujours le même pour tout le monde, vous êtes obligé de partir. Alors c'est toujours le même, c'est pas le même déroulement du scénario, mais vous êtes obligé de faire les 3 autres avant d'attaquer le dernier parce qu'il est un petit peu plus costaud. Donc, vous ne pouvez pas les séparer, vous devrez donc réfléchir bien sûr à la composition de vos équipes au début du jeu. Attention, comme vous le verrez clairement indiqué au début, au moment de séparer les héros, certains d'entre eux sont obligatoires dans certains scénarios et ne peuvent donc être utilisés en dehors de ceux-ci. Théoriquement, l'élu divin est obligé de partir dans le temple des 10, la guerre Sylvom est obligé de partir dans la forêt de Sylve, et l'illusionniste est obligé d'aller à l'université d'Orcal. Ce sont des personnages qui sont, de par leur histoire, sont liés à ces scénarios, et donc ils vont forcément, pour terminer, les 4 scénarios se déroulant en parallèle, les bulletins récupérés par un groupe de héros ne pourront pas être transférés aux autres groupes. Ce qui veut dire une chose, ça veut dire que si vous récupérez des trucs de ouf dans un scénario, vous pouvez pas dire quand j'attaque l'autre, ma super hache que je viens de récupérer, je vais la passer. Non, théoriquement, si vous êtes réaliste, ils sont à l'autre bout du monde, donc la hache, ils se la gardent et ça vous servira un jour pour le chapitre 3. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Bravo d'effectuer un mix entre les deux modes. Oui, bien sûr, après vous pouvez vous amuser à faire un truc entre les deux modes. Vous pouvez vous dire un héros utilisé ne peut pas être utilisé dans un autre, par contre je me permets de passer l'équipement. Dans l'absolu, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais nous en gros c'est les deux modes qu'on vous pose, toujours pareil, ça marchera très bien si vous gigotez un peu les règles, c'est prévu pour. Donc là il y a le point qu'il faut que je dégage. Essayez de vous mettre à la place de votre héros tout au long de votre aventure. Essayez non pas de réfléchir en termes de game design, essayez pas de réfléchir en termes de butin, essayez de réfléchir en termes d'âme, de cœur, de sentiment. Jouez votre personnage. Qu'est-ce que je ferais si j'étais ce personnage? Non pas je suis en train de jouer un jeu, je vais optimiser les loots, ou je vais optimiser l'expérience, ou optimiser les gains, ou voilà, ou je sais que ça va. Jouer vraiment comme vous le jouerez. Vous choisissez-vous un personnage, un persona aussi, une manière d'aborder cet univers, et essayez de vous y tenir. C'est beaucoup plus drôle de jouer son personnage plutôt que de réfléchir le jeu en tant que jeu, bien sûr. Le mode histoire, donc le deuxième mode de jeu. Le mode histoire propose de se concentrer sur le plaisir de jeu et la découverte de l'histoire au détriment de l'immersion et du challenge. Alors du challenge entre guillemets, les combats sont les mêmes, c'est juste que forcément si vous pouvez vous passer vos équipements, etc., vous allez pouvoir être un petit peu plus fort, et vous allez pouvoir réutiliser le personnage que vous aimez bien un peu partout, etc. Donc c'est un peu moins challengeant aussi de jouer des personnages qu'on n'aurait pas l'habitude, ou de réfléchir à de nouvelles stratégies alors qu'on avait un truc qui marchait très bien avant, etc., etc. Contrairement au mode réaliste, vous pouvez réutiliser ou changer les héros à votre guise dans les 4 scénarios, vous faites un peu ce que vous voulez, c'est le plaisir de jeu qui compte. Vous pouvez vous abstenir de prendre les héros obligatoires dans les scénarios si vous le souhaitez. Alors ça va faire un peu bizarre parce qu'il y a des mecs qui vont vous parler qui ne sont pas autour de la table, mais voilà, vous pouvez imaginer qu'ils sont là quand même. Vous pourrez transférer vos équipements aux héros, garder vos héros lorsque vous terminez un scénario et que vous en commencez un autre. Si vous réutilisez vos héros lors d'un scénario, vous n'êtes pas obligé de réduire leur niveau. Ça serait frustrant pour quelqu'un qui s'est dit on va se faire plaisir, je suis monté niveau 7 sur un scénario, je l'utilise sur un autre scénario et il redescend niveau 3. Gardez le niveau 7, vous allez être un petit peu plus fort, mais en vrai ça va être le temps d'un ou deux combats, on monte assez vite en niveau. Et bien sûr je récupère ma vie, mon endurance, les effets négatifs, tout ça c'est du blabla, vous le savez. Jouer seul, à plusieurs, en coopération ou avec un MDD, donc là ça va concerner pas mal de monde. Le chapitre 2 s'adapte toujours au nombre de joueurs comme pour le chapitre 1. Si vous jouez seul, prenez au minimum 2 héros. Bien sûr, si vous jouez en coopération, en solo, vous devrez vous-même lire le livret de scénario. Forcément, s'il n'y a pas de MDD, c'est les joueurs qui lisent le livret.
Je rappelle le petit page to do, c'est parce qu'on le fera au tout dernier moment. Les monstres auront un comportement automatisé, donc ça on va en parler un petit peu après. Les événements se déclenchent automatiquement lorsque vous effectuez un jet ou égal inférieur à 5. Tout ça vous le savez, si vous jouez avec un MDD, celui-ci lira le livret de scénario et jouera les monstres comme il le souhaite. Il possède à présent un écran de MDD lui permettant de masquer ses jets et les cartes de monstres et le livret de scénario. Voilà, donc il peut tout masquer. Nous vous rappelons que le maître du donjon se transforme peu à peu en maître du jeu. Cette partie est très importante pour les joueurs qui sont sadiques en tant que maître. Je rappelle une chose, il est recommandé de punir les erreurs des joueurs. C'est important, des joueurs qui font n'importe quoi. Punissez-les, montrez-leur que vous êtes plus puissant que le maître, normalement, est plus puissant que les joueurs. Même dans le chapitre 1, vous avez la main sur les joueurs. C'est important, pourquoi ? Parce que pour moi, vous avez un rôle de chef d'orchestre, et un chef d'orchestre qui ne peut pas dire à quelqu'un qui fait de la merde de jouer mieux, c'est pas possible. Donc vous êtes obligé d'avoir les outils pour dérouiller les joueurs, mais c'est à vous de prendre la décision de ne pas les utiliser et de doser. C'est un jeu de dosage, c'est pas un jeu. On peut pas me dire lors de veille elle est déséquilibrée parce que le maître, s'il veut gagner, il peut gagner. Oui, si le maître veut gagner, il peut gagner, mais le maître n'est pas là pour gagner. Le maître est là pour le plaisir de ses joueurs. Il est là pour créer un challenge adéquat, qui va mettre en exergue tout ce qui va être vécu par les joueurs, qui va leur donner l'impression qu'ils ont vécu un truc épique plutôt qu'ils aient ou roulé sur le jeu ou qu'ils se soient fait défoncer. C'est le but du maître de toujours garder cette tension pile poil au bon endroit. Et vous êtes la plupart d'entre vous le font. Mais voilà, aux sadiques et aux trop gentils, essayez d'atteindre ce moment-là. Vous aurez des bien plus belles parties, des bien meilleurs retours de vos joueurs. Donc, pour autant, je continue. Vous êtes avant tout un chef d'orchestre et vous assurez que les joueurs passent un moment agréable. Sur un plan ludique, vous les affrontez. Donc c'est bien le cas, vous êtes en confrontation avec eux. C'est pour ça que si vous jouez avec moi en salon, je suis volontairement méchant. Mais dans votre cœur doit se trouver l'âme d'un narrateur. Vous êtes encouragé à mentir sur vos jets afin de créer de la tension, mais aussi à la relâcher si le sort s'acharne sur vos joueurs. Ça m'arrive moi de faire 17-18, 17-18, il y a des jours c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la chance. Avoir un écran, ça vous permet de dire ah ben j'ai fait 3 alors que le mec aurait dû mourir, mais il vient de se prendre 3 tartines parce qu'il a une poisse pas possible. Lui ça va lui faire du bien de voir que ça passe enfin, et vous ça va vous éviter d'avoir quelqu'un qui joue pas, qui passe pas un bon moment. Ça veut pas dire que si le mec a pas une chance insolente, faut pas de la même manière pouvoir le pourrir. De même, les valeurs vites des monstres peuvent changer légèrement si vous en sentez le besoin. Par exemple, vous tombez sur un monstre puissant qu'ils attendent depuis je sais pas combien de temps et a pas de bol, il lui balance 2 grosses sauces pas possibles. Libre à vous de lui laisser 3-4 points de vie, qu'il ait le temps de jouer au moins un tour, le machin. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de dire que le mec est mort s'il n'est pas mort. Créez de la tension. Okay. Faites en sorte que leur victoire soit méritée, mais aussi que la traversée soit agréable. Récompensez leur prise d'initiative et punissez leurs sottises. Des fois, ils vont vous mettre en place des stratégies complètement stupides de votre point de vue, mais ils y ont réfléchi longuement et ils sont fiers de leur truc. Et ça arrivera d'autant plus quand vous raconterez vous-même l'histoire en tant que jeu de rôle. Et là, je parle à ceux qui feront MJ un jour ou qui font MJ actuellement, vous le savez. De temps en temps, ils vont aller chercher des informations dans tous les sens où vous n'avez rien tissé du tout. Mais ils ont fait l'effort ils ont fait l'effort de s'approprier votre truc, et même si c'est pas ce que vous aviez prévu, si c'est intelligent, ou à minima si c'est réfléchi entre eux, récompensez. Il n'y a pas de raison de les punir sous prétexte qu'ils n'ont pas eu votre logique à vous. Et là c'est pareil, des combats où les mecs feraient un truc con, mais qui ont été réfléchis, stratégisés, n'hésitez pas à les récompenser quand même pour leur dire vous avez tenté de réfléchir au truc, vous n'êtes pas partis comme des bourrins en gros. Donc vous allez être récompensé, votre truc va marcher de par les jets parce que vous pouvez mentir là-dessus, de par les points 10 que vous pouvez légèrement mentir là-dessus, etc., etc. De la même manière, s'ils font n'importe quoi et qu'ils parlent au revoir sans réfléchir, n'hésitez pas à les punir, ils le mériteront tout autant. Utiliser le livret de scénario. Alors là, ça va être du débilos force 18, c'est le niveau 0 de l'utilisation. Vous allez voir que le livret de scénario est extrêmement simple à utiliser. C'est joli, il y a des numéros, je vais à l'autre numéro, c'est aussi simple que ça. Donc ça va vous paraître un peu bizarre tout ce machin, mais en vrai c'est vraiment pour le... Ça doit être dit parce que j'ai pas le choix, mais vous allez le lire une fois et jamais retomber là-dessus. Vous trouverez un livret de scénario dans la boîte du jeu. Dans ce livret, racontez l'épopée des héros d'Enel, bien sûr, composé d'un grand nombre d'embranchements. Cette histoire sera façonnée par vos choix, puisque vous allez faire des choix, donc forcément, pas tout le monde va avoir la même histoire. Pour utiliser le livret de scénario, il vous suffit de commencer la lecture du premier embranchement, numéroté 1, vous commencez par le début bien sûr. À la fin de chacun des embranchements se trouvent des choix possédant des numéros entre crochets. Ce numéro
correspond au prochain embranchement que vous allez devoir lire et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'aventure. Donc je lis mon truc, il est marqué aller en embranchement 18, vous allez 18, vous lisez le 18, il est marqué aller en embranchement 20 ou 21, vous choisissez 20, vous allez au 20, etc. etc. C'est la base de ce genre de fonctionnement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, on a fait vraiment le plus classique possible. De temps en temps, des jets vous seront demandés, ceux-ci vous amèneront vers des embranchements différents en fonction de votre résultat, bien sûr. Sauter, machin, esquiver un truc, peu importe. Pour une meilleure immersion, nous vous conseillons de vivre avec vos décisions, ça c'est important, ne retournez pas en arrière. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises décisions. Soyez logique dans vos choix, mais il n'y a pas de bonnes et de mauvaises décisions. Vous pouvez, notamment, ce que j'avais déjà dit à un moment sur une autre vidéo, vous pouvez être récompensé parce que vous pouvez être récompensé malgré que vous ayez fait un choix qui soit moralement mauvais, et inversement, réciproquement. Vous pouvez être récompensé parce que vous avez fait le bon choix moral ou puni. Voilà. Il n'y a pas forcément tout le temps une logique comme dans le vrai monde. Hein. De temps en temps, on essaye de faire les choses bien et ça se passe mal. Et de temps en temps, on essaye de faire les choses mal et ça se passe bien. De temps en temps, on fait de la merde et pourtant, on s'en sort bien. Voilà. On en connaît tous des gens comme ça. Donc voilà, il y a vraiment de tout. C'est pas manichéen, c'est pas logique, c'est vraiment une bouillasse grisâtre dans laquelle vous allez devoir évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une suite logique sur ce qui se passe. Ça veut dire que n'ayez pas une réflexion en vous disant on va être gentil tout le temps, ça va bien se passer, on va être mauvais tout le temps, ça va bien se passer. Réfléchissez. Pour une meilleure immersion, nous vous conseillons de vivre avec vos décisions. Donc, ok, donc ensuite des combats vous seront bien entendu proposés. Si vous échouez lors d'un combat, recommencez l'affrontement depuis le début en essayant une nouvelle stratégie. Voilà, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de... Là vous n'avez rien appris de magique, hein. C'est vraiment lisez le truc et quand il y a des combats, il y a des combats, quand il y a des jets, faites des jets. Mais bon, je le mets comme ça, au moins vous êtes sûr que vous avez les bases. On part tous sur la même base. Commencez ou reprendre la partie, donc quoi qu'il arrive, les piles d'événements, les monstres, les équipements rares, alchimistes, tout ça sur la table de jeu bien entendu. Je donne un cube rouge, un cube vert, un cube jaune, un cube violet, il y a 4 cubes maintenant à chaque joueur. Donnez un jeton permettant de calculer la corruption et la concentration à chaque joueur, on verra ça après. Puis si c'est la première fois, je choisis pas de personnage. Important, vous commencez à jouer au jeu au chapitre 2, ne choisissez pas de personnage. Commencez pas par ça, je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais on va vous dire rapidement de choisir un personnage. Mais vous commencez par l'histoire, vous commencez par de la lecture. Donc je commence la lecture du livret à l'embranchement, bien sûr, numéroté 1. Si vous avez déjà joué, vous reprenez vos personnages en les remettant dans l'état exact où ils se trouvaient. Donc soit vous faites un système de sauvegarde avec une photo, ce que vous voulez. Soit vous avez bien sûr paria-edition.fr, module EDV, vous avez la possibilité de créer des héros, mais vous avez aussi la possibilité de sauvegarder vos héros avec l'équipement et l'état exact dans lequel ils étaient. Vous pouvez sans problème vous servir de l'encyclopédie pour ça, elle a été créée pour ça. Reprenez la lecture du livret de scénario sur l'embranchement où vous vous étiez arrêté. Bah, bien sûr, je reprends là, vous avez un marque-page qui va servir à ça, qui va être dans les jetons. Vous remettez, vous repartez de là où vous étiez, puis c'est parti quoi. En fin de partie, libre à vous de terminer la partie. Il n'y a pas de fin de partie à proprement parler. Il y a une fin de scénario, de jeu, où quelqu'un vous dira merci, bravo, vous avez fini le scénario. Par contre, la partie s'arrête. Vous arrêtez de jouer quand vous avez envie d'arrêter de jouer en fait. Hein. Vous pouvez faire une partie de 8 heures et lire 2 scénarios. Vous pouvez faire une partie d'1 heure et faire 5-6 embranchements, 3-4 combats et arrêter. Voilà. Il n'y a pas de fin de partie à proprement parler. Il n'y a pas un moment où on vous dit allez les gars, c'est l'heure d'aller se coucher, il est 22h30. Quoi. Les combats. Sauf s'il est explicitement indiqué le contraire, les joueurs commencent toujours en premier, comme d'habitude. De même, les joueurs, comme les monstres, jouent leur tour dans l'ordre qu'ils désirent. Ça a changé dans le chapitre 1, c'est le tour de table. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est hyper important de bien réfléchir à tout ça. Je suis à combien de temps de vidéo là qu'on se pose un peu la question? Je suis à 28 minutes. Et bien vous savez quoi? En fait, on va s'arrêter ici. Je vais mentir par rapport à ce que j'ai dit au début. Vous n'allez pas m'en vouloir. De toute façon, vous êtes incroyable. On n'aura fait que 2 pages, mais sinon je vais vous faire une vidéo d'1 heure. Donc moi, à la rigueur, je vais continuer dans la foulée, mais je vais vous faire en 2 parties. Ça vous évitera de galérer à vous taper une vidéo d'1 heure et demie avec moi. Donc je vous fais des poutous. Je reprends l'autre vidéo tout de suite dans la foulée. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et j'imagine que la vidéo, la prochaine, je la sortirai dans 3-4 jours. En gros, là on est quoi? On est jeudi, lundi ou mardi, vous aurez la prochaine vidéo. Des poutous, amusez-vous bien, faites pas de bêtises, jouez à l'ordre de Veyel et on a plein de surprises qui arrivent pour vous dans un futur assez proche pour Noël. Des bisous.